Il y a quelques semaines, on est revenu ensemble sur les 10 personnages que le MCU a littéralement massacrés. Une vidéo que vous avez beaucoup appréciée. Faut dire, j'ai pas été tendre avec le top 4. Mais en même temps, il l'avait bien mérité. Et forcément, vous m'avez réclamé en commentaire un peu plus de tendresse. Alors aujourd'hui, on change de registre avec un nouveau top. Cette fois, les 10 personnages que le MCU a totalement sauvés. Si, il y en a. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais certains des personnages dont vous vous êtes tatoué la face sur vos gros mollets étaient à la base des énormes losers. What the fuck is this piece of shit? Des héros dont tout le monde se moquait et que le MCU a réussi à rendre totalement iconiques. Parce qu'en 20 ans, il n'y a pas eu que des ratés. Il y a même eu quelques jolis coups. Des personnages sauvés par leurs acteurs ou actrices, par une écriture inspirée ou parfois juste par l'amour du public. Un amour pas toujours compréhensible, mais bon, l'amour est aveugle. Et qui suis-je pour juger les fans de Hawkeye ? Vous êtes chelou, c'est tout. Mais pour les autres, rassurez-vous, Clint Barton n'apparaît pas dans ce top. Déjà parce qu'il existe au moins 10 personnages plus intéressants que lui, rien que dans la série Hawkeye. Allez, j'arrête. Bref, après ces petits mots d'amour, je vous propose de nous lancer dans le top des 10 personnages que le MCU a sauvés. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, l'ancien théoricien préféré des fans de Hawkeye. Générique. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous parler d'un sponsor que j'aime beaucoup. Vous commencez à bien le connaître maintenant, il s'agit de Car Vertical. Vous le savez, acheter une voiture d'occasion, c'est toujours délicat. Il y a de plus en plus d'arnaques, de vices cachés, et ça peut vraiment vous coûter cher. Heureusement, Car Vertical vous permet, avec un simple code VIN ou une plaque d'immatriculation, d'accéder à l'historique complet de n'importe quelle voiture d'occasion. Le service fonctionne dans plus de 30 pays et repose sur plus de 900 bases de données, dont celle du ministère de l'Intérieur. Autant dire que vous êtes protégé. Regardez, je vous montre. Prenons cette Audi A6 de 2008. À première vue, elle est impeccable, aucune rayure, hyper propre, le propriétaire semble en avoir pris soin. Mais Car Vertical vous alerte. Il y a eu des dégâts et le compteur pourrait avoir été trafiqué. Voyons ça. En 2016, petit accrochage. Rien de dramatique. Mais en 2017, ah oui, là on parle de 15 000 € de réparation. Bon après, si elle roule encore, et que c'était il y a un moment, bon, à la limite. Voyons maintenant le compteur. Ah, bon, le rapport me fait déjà mentir. La voiture n'a quasiment pas roulé entre 2017 et 2019. Et l'ancien proprio qui l'a réparé a fait passer le kilométrage de 450 000 à 121 000. Frérot, 330 000 km, t'es un abuseur. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe. Donc non seulement elle est restée immobilisée 2 ans, mais en plus tout est faux sur cette voiture. L'arnaque totale. Et sans Car Vertical, vous auriez pu l'acheter. Et elle vous aurait peut-être lâché au bout d'un mois. Mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, l'objectif c'est justement de trouver un rapport rassurant. Et si Car Vertical ne trouve aucune information sur le véhicule que vous cherchez, bah il vous rembourse le crédit, que vous pouvez réutiliser dans les 6 mois. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est évidemment parce que c'est ultra utile, ou certes, mais aussi parce que j'ai un bon plan pour vous. En utilisant le code Buckhardt au moment du paiement, vous bénéficiez de moins 20% de réduction. Parfait pour éviter le stress du marché de l'occasion, ou même pour connaître l'historique de votre propre voiture. Mais attention, vous pourriez ne pas aimer ce que vous allez découvrir. Bref, le lien est en description et en premier commentaire. Et nous, on retourne à notre vidéo. Numéro 10, Sam Wilson. On commence ce top 10 avec Sam Wilson, notre cher Captain. Mais avant tout, le Faucon. Il a été le tout premier super-héros noir introduit dans les comics. Ce qui fait que beaucoup de ses premières aventures tournaient autour d'un message clair. L'acceptation de l'autre, la lutte contre le racisme et parfois même la discrimination positive. On le voit par exemple lorsqu'il rejoint les Avengers, mais peine à trouver sa place. À l'origine, il n'était qu'un allié de Steve Rogers, jusqu'à ce que leurs chemins se séparent. Même s'il a endossé le rôle de Captain America quand Steve a abandonné cette identité, il l'a rapidement laissé de côté au retour de Rogers, considérant qu'il pouvait accomplir plus pour sa communauté sans le costume étoilé qu'avec. Et pendant longtemps, Sam est resté en retrait, considéré comme un personnage secondaire. Dans les décennies qui ont précédé son apparition au cinéma, il avait quasiment disparu du paysage, absent de nombreux grands arcs et crossovers, sans rôle majeur dans l'univers Marvel. Au début du 21e siècle, Sam Wilson n'était tout simplement pas d'actualité. Pour dire, il n'a eu qu'une seule série solo entre 1983 et 84, qui comportait que 4 numéros. Il devient le Captain America officiel de la Terre 616 seulement en 2015, dans une série plus réussie de 24 numéros jusqu'en juillet 2017. Il redevient ensuite le Faucon dans une nouvelle série, 33 ans après la première, qui ne comptera, elle, que 8 épisodes. Et tout ça n'arrive qu'après son interprétation par Anthony Mackie dans Captain America and the Winter Soldier. Et il faut le dire, dans les comics, Sam a un pouvoir particulier. Il parle aux oiseaux.
Voilà, ce don, transmis par le cube cosmique de Crâne Rouge dans Captain America numéro 117, lui permet de voir à travers leurs yeux, de les contrôler et de communiquer avec eux. Même s'il a une relation spéciale avec son faucon Red Wing, il peut faire ça avec n'importe quel piaf. Pas étonnant qu'il ait un peu disparu. Allez, ce pouvoir se marie pas terrible avec les récits plus sombres et réalistes, surtout à partir des années 90. Et avouons-le, ça peut vite ressembler au fou du bus ou à la mamie qui jette du pain aux pigeons. Pas exactement le pouvoir le plus sexy. Et donc le MCU lui a donné un vrai nouveau souffle, plus technologique. Dès The Winter Soldier, il s'impose et figure aujourd'hui sans souci parmi les 20 héros les plus importants. Certes, il reste secondaire durant la saga de l'infini, mais il est déjà plus mis en valeur que dans les comics. Il a une place claire, intégrée, reconnue, même sa brève apparition dans Ant-Man le confirme. Avec The Falcon and the Winter Soldier en 2021, Sam franchit un cap. Développement du personnage, intrigue à lui, famille, et il endosse officiellement le rôle de Captain America. Ce qui l'a rendu bien plus apprécié, même si vous me connaissez, je trouve que l'écriture reste perfectible. Oui, Captain America Brave New World a connu réécriture, report, reshoot, mais le simple fait que Sam ait son film à lui prouve que Marvel veut lui donner une place importante, plus affirmée que dans les comics. Sans oublier qu'il va carrément diriger les Avengers dans Doomsday. On est quand même sur un sacré gap. Et le MCU insiste sur un Sam sans sérum. Une faiblesse? Pas forcément. Plutôt un parti pris intéressant. Il est plus vulnérable, plus humain, donc plus proche de nous. Ses victoires paraissent méritées. Il doit compter sur son courage, ses principes, sa capacité à inspirer et à mener, même dans le doute. Même si, oui, contre Red Hulk, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Mais face à des adversaires à sa taille, ça peut être super. Alors, il paraît que des gens pointeraient un manque de charisme chez McKee, mais de manière pragmatique, on peut se dire que c'est surtout une question d'écriture à long terme. On verra bien s'ils arrivent à exploiter tout son potentiel. En tout cas, aujourd'hui, Sam est mieux installé dans le MCU que dans sa version papier. Son adaptation ciné est déjà plus réussie que ses dernières décennies de comics, et on espère que ça va continuer. Numéro 9, Thor. Bon, ici on va pas prétendre que Thor a été un succès sans faute dans le MCU. Loin de là. 3 de ses films solos sont jugés moyens, voire mauvais, et le traitement n'a pas toujours été constant. Le mec finit quand même comme comic relief hippie, alcoolique, alors qu'à la base, c'est un dieu vivant. Mais passons. Parce qu'adapter Thor, c'était déjà casse-gueule à la base. Langage solennel, vibe shakespearienne, mythologie nordique, on est loin du super-héros moderne et terre-à-terre. En 2011, après Iron Man et au milieu des Batman de Nolan, tu débarques avec un type qui parle comme Shakespeare et balance un marteau magique. Oui, l'échec était plausible. Et pourtant, Marvel a réussi à le faire accepter au grand public. Même son intégration dans Avengers, où il aurait pu détonner, fonctionne. Doth mother know you weareth her drapes? Dans les comics, Thor est souvent sombre. Les dieux nordiques ne sont ni invincibles ni immortels. Ils vivent avec l'ombre du Ragnarok, ce qui donne un Thor torturé, mais beaucoup moins accessible. Le Thor papier est rarement fun, parfois lourd, souvent déprimant. Si Love and Thunder a poussé la dérision beaucoup trop loin, on est d'accord, le reste du MCU a fini par trouver un équilibre. Humour qui désamorce et tragédie assumée. Dans Thor 1, Thor 2 et Avengers 1, il est plus comics accurate, mais pas passionnant. Il devient touchant quand il regarde son passé avec une forme de désespoir ironique. Malgré tout ce qu'il a perdu, Thor conserve l'humour, et ce contraste le rend attachant. C'est un peu ton pote que tu vas réconforter en allant boire une bière, mais qu'au fond vous vous moquez de ses malheurs. Côté puissance, on pourrait dire que le Thor des comics est totalement cheaté. Il peut se téléporter via Mjolnir, ouvrir des portails, etc. Mais franchement, dans le MCU, Thor est déjà l'un des plus puissants. Et ses sommets au cinéma dépassent plein d'arcs papier. Exemple évident, Avengers Infinity War. Thor y est l'Avenger parmi les Avengers. Presque l'égal de Thanos. Son parcours, son aveu à Rocket, sa quête de vengeance et son entrée au Wakanda, c'est juste iconique. D'ailleurs, c'est le héros qui a le plus grand temps d'écran dans tout le film. Sa trajectoire est définie par la perte d'Asgard, de sa famille, de ses amis, et Love and Thunder en rajoute. Sa dépression dans Endgame ne fait pas l'unanimité, mais elle reste cohérente. Son histoire est une véritable tragédie. Et Chris Hemsworth s'impose un Thor ultime, charismatique, prestance, présence, beaucoup dont moi veulent revoir cette version dans les prochains Avengers. Et honnêtement, elle surpasse pas mal d'adaptations live action et plusieurs incarnations papier. Le MCU a aussi nuancé la relation Thor-Loki, plus fraternelle, plus humaine, et pour le coup c'est une réussite. Côté antagoniste, les films piochent. Surtur, Géant de glace, Gore, même si les BD lui ont offert des adversaires plus dingues, comme par exemple Galactus ou Mangog, et des arcs titanesques comme Ragnarok, la guerre des dieux, God of Thunder, ou encore Gore le boucher des dieux. Bref,
Haut et bas de partout, comics comme ciné, mais les héros du MCU, surtout Infinity War, ont marqué le public pour de bon. Malgré les déceptions solo, c'est un personnage dont on attend encore énormément. Et peut-être qu'avec Avengers Doomsday et Secret War, il refera parler la foudre. Moi je vous le dis, je signe. Numéro 8, Shang-Chi. Créé en 1973 par Steven Gellhardt, Zheng Shang-Chi est un personnage inspiré de Bruce Lee. Il n'a à la base aucun pouvoir, c'est un maître de kung-fu surentraîné, ce qui en l'état le rend très difficile à intégrer dans le MCU, face à de grandes menaces ou dans des enjeux cosmiques. En soi, on peut se dire qu'il ne pourrait servir à rien, qu'il n'a pas vraiment d'intérêt, car même Black Widow ou encore Hawkeye ont eux des enjeux stratégiques. Ils ne sont pas juste là pour mettre des patates. Dans les années 70, son histoire a suscité de nombreuses controverses, car son père n'était autre qu'une réadaptation de Fu Manchu, personnage créé en 1913 par Sax Rohmer. Fu Manchu est un archétype du Yellow Peril, ce stéréotype raciste qui présentait les peuples d'Asie de l'Est comme une menace pour l'Occident. À l'époque, vu comme nombreux, envahissants, inassimilables et dangereux pour la civilisation occidentale. Cette peur avait servi de justification à des politiques discriminatoires aux États-Unis, comme le Chinese Exclusion Act, qui restait quand même de 1882 à 1943. Et si vous avez suivi, ce personnage a été créé en 1913, pile dans cette période. Le père de Shang-Chi, qui occupe une place centrale dans ses premiers comics, était donc écrit comme un génie du mal, manipulateur, mystérieux, menaçant l'Occident avec ses armées et ses plans machiavéliques. Autrement dit, un héritage très problématique. Bref, le MCU de son côté a pris la meilleure décision possible, réinventer le personnage en créant Wenwu, inspiré du mandarin, et en le liant directement à l'organisation des 10 anneaux. Et c'est un excellent ajout. Grâce aux anneaux qui sont aussi une invention du MCU, Shang-Chi dispose d'armes et de pouvoirs à la hauteur de grandes menaces du MCU, ce qui le rend crédible dans de futurs crossovers comme Avengers Doomsday ou Secret Wars. Et disons-le, sans eux, il aurait eu du mal à exister dans ce genre d'affrontement. L'histoire de Shang-Chi repose sur son rejet de l'empire criminel de son père et son choix de s'exiler en Occident. Dans les comics, c'est un voyageur, archétype du guerrier errant des films de kung-fu des années 70. Avant de rejoindre le MI6, il allait là où le destin le menait. Le film reprend cette idée, avec un Shang-Chi qui voyage beaucoup. Côté arts martiaux, le film nous offre des séquences mémorables. Le combat dans le bus ou la scène de l'échafaudage. Mais le vrai coup de génie vient de la façon dont le personnage est présenté. Plus fun, plus enjoué, plus accessible que dans les comics, où il est souvent stoïque et réservé. Et le choix de Simu Liu est un coup de maître. Il a de l'énergie, du charisme et un naturel qui donne envie de l'aimer. Dans les comics, Shang-Chi était un personnage assez isolé dans l'univers Marvel qu'on n'aurait jamais imaginé réussir au cinéma. Pourtant, force est de constater que Marvel a livré un film avec une vraie personnalité. Une réalisation soignée de Daniel Dustin Cretton, une bande-son marquante et surtout des enjeux familiaux trop rares dans le MCU. Ce qui donne un résultat percutant et Shang-Chi a enfin trouvé la place qu'il n'avait pas. Son seul défaut ? Ne pas l'avoir revu depuis 2021. Numéro 7, Hela. Dans les comics, cela va peut-être vous surprendre, mais Hela n'est pas la sœur de Thor. Elle est en réalité sa nièce, puisqu'elle est la fille adoptive de Loki. Ah non, ce n'est pas une blague. Elle règne sur Niflheim et commande une armée de morts. Encore plus étonnant, à l'origine, elle n'est même pas née déesse, mais d'une pierre d'infinité. La pierre noire, une gemme artificielle créée par Bor Burinsson, père d'Odin, grâce à ses magiciens dans une zone interdite de Niflheim. Une histoire où un Thanos venu du futur tente de s'en emparer, mais au fil des événements, la pierre prend la forme d'une petite fille. Thanos veut la sacrifier pour obtenir son pouvoir, mais Thor, Doctor Doom et Losa, eux aussi venus du futur, l'en empêchent. Finalement, Losa emmène l'enfant à travers le temps et la confie à un jeune Loki. Et voilà comment on en arrive à Hela. Contrairement au film, elle ne tire pas de pouvoir particulier d'Asgard. Dans les comics, elle peut projeter des charges d'énergie, donner la vie ou la mort par simple contact, changer de taille presque à la manière d'une Ant-Woman, et les règles du temps et de l'espace ne s'appliquent pas vraiment à elle. Bref, elle est extrêmement puissante. Un affrontement entre elle et Mephisto peut provoquer un Armageddon multiversel. Mais ce pouvoir énorme crée un paradoxe. Elle devrait normalement pouvoir écraser Thor, mais ne le fait jamais. Dans le run classique de Walt Simonson, Thor mène une armée sur Niflheim pour libérer les âmes retenues injustement par Hela. Ils s'affrontent en duel et Thor sort vainqueur, avec juste une cicatrice au visage, mais pas la perte de son œil comme dans Ragnarok. En résumé, Hela est puissante, mais Thor l'est plus encore, et elle n'arrive jamais à en venir définitivement à bout. Résultat, elle est perçue comme une antagoniste moins marquante que d'autres ennemis mythiques de Thor. Arès, le serpent de Midgard, l'enchanteresse ou encore Mangog. Quand tu as l'habitude de te frotter à Galactus, Hela finit par sembler presque banale. Et si on compare les comics et les films, paradoxalement, son empreinte est plus forte dans le MCU. Dans Thor Ragnarok, elle a marqué le public et reste encore aujourd'hui l'un des antagonistes les plus mémorables de l'univers Marvel. Probablement même la méchante la plus marquante du MCU, avant que Wanda bascule dans la folie.
Mais Wanda avait déjà été une héroïne, donc c'est un peu de la triche. Cate Blanchett l'incarne avec une justesse incroyable. Cruelle, terrifiante, mais aussi charismatique. Elle pousse Thor dans ses derniers retranchements, participe à la rédemption de Loki, offre un développement inattendu à Scourge, affronte Hulk dans l'un de ses derniers vrais combats sous une forme décente, et n'hésite pas à tuer. Elle tient tête à Odin, massacre les Valkyries, lève une armée de morts, lâche sous l'eau géant, et il faudra détruire tout Asgard pour la vaincre. Ça montre à quel point elle était surpuissante, et pourquoi il aurait été quasi impossible pour Thor et les autres de l'arrêter seul. Rien qu'en termes de symbole, il faut déclencher le Ragnarok pour se défaire d'elle. C'est un truc de ouf. Gore à côté est ridicule. Et faire d'elle la sœur de Thor et Loki était un choix intelligent du MCU. Cela rend le combat plus personnel et ajoute de la complexité au personnage d'Odin. En faire la fille de Loki, comme dans les comics, aurait rendu l'intrigue confuse et incohérente avec ce Loki-là. L'adaptation est donc parfaite. Et même si elle n'apparaît que dans un seul film, elle a marqué les esprits comme si elle avait été présente dans plusieurs. Elle est clairement dans le top 5 des méchants du MCU, peut-être même le numéro 1 côté antagoniste féminin. Bon, je fais une petite pause pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est réellement le meilleur moyen de me soutenir. C'est gratuit et ça vous permet de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je compte sur vous la team. Numéro 6, Steve. Passons à Steve Rogers. Captain America, incarné par Chris Evans, est sans doute l'un des personnages qui a le plus gagné à son adaptation cinématographique. Dans le MCU, il n'est plus seulement le héros monolithique, se cachant sous son drapeau, un soldat américain, droit et un peu lisse. Les films lui ont donné de la nuance, des dilemmes et une profondeur qui le rendent universel. En comics, son image a longtemps été différente. Créé pendant la Seconde Guerre mondiale, son but initial était clair, incarner l'idéal américain de courage, de loyauté et de patriotisme antifasciste. Les récits du Golden Age opposaient les bons aux méchants, nazis puis communistes, dans un monde très binaire. Pendant une grande partie du XXe siècle, Steve Rogers est resté ce bon soldat fidèle à ses valeurs, rarement confronté à ses contradictions. Finalement, symbole plus qu'homme, il séduisait une partie du public mais peinait à toucher au-delà des frontières américaines. Certes, il a connu des arcs plus audacieux, son passage en nomade, l'affaire du Watergate où Nixon devient symboliquement son ennemi, ou encore des récits plus modernes comme Secret Empire lui ont donné davantage de complexité. Mais globalement, il traînait une image datée, presque ringarde. Dans les années 60-70, certains lecteurs lui reprochaient même son ton moralisateur et belliciste, malvenu en pleine guerre du Vietnam. Bref, c'était tout simplement un personnage dépassé, presque impossible à adapter. Mais le MCU, lui, a totalement renversé cette perception. En ancrant son premier film dans les années 40, il a donné un cadre cohérent à ce héros vintage, avant de le projeter dans un monde moderne qu'il ne comprend plus. Dès lors, Steve Rogers n'est plus seulement le représentant du gouvernement américain, il devient un contre-pouvoir. Dans Civil War, il refuse d'obéir aveuglément aux ordres, quitte à devenir fugitif. Le MCU en a fait un symbole de liberté et d'éthique, des valeurs universelles qui dépassent les frontières. C'est aussi un personnage en quête de sens. Petit gars chétif de Brooklyn, il s'engage pour prouver sa valeur. Mais chaque victoire l'oblige à chercher un nouveau combat, une nouvelle raison d'exister, jusqu'à ce qu'il décide enfin, après Thanos, de vivre pour lui. Son choix de retrouver Peggy, et cette danse attendue depuis 2011, conclut magnifiquement son arc. Visuellement, même son look fonctionne. Là où son costume bleu flashy et son bouclier pouvaient paraître quiche en comics, le cinéma l'a rendu iconique. The stars and stripes, a little old-fashioned. People might just need a little old-fashioned. Et ses relations renforcent encore cette incarnation. Sa fraternité avec Bucky, son lien avec Sam Wilson, sa complicité avec Natasha, son respect pour T'Challa, ou encore son rapport à Nick Fury, et bien sûr son amour-haine avec Tony Stark. Miroir à la fois de ce qu'il admire et de ce qu'il rejette. Seule vraie fausse note, sa romance avec Sharon Carter, chelou et jamais convaincante. On répète souvent que l'âge d'or du MCU s'est achevé avec la mort de Tony Stark, mais on oublie que le départ de Steve Rogers a laissé un vide tout aussi immense. En comics, sa présence ou son absence ne bouleverse pas l'équilibre de l'univers Marvel. Au cinéma, en revanche, son absence se fait cruellement sentir. Je reste persuadé que s'il avait survécu, le MCU aurait conservé sa colonne vertébrale plus longtemps. Numéro 5, Doctor Strange. Bon, je vous le dis direct, on va faire comme si No Way Home n'avait jamais existé. Pourquoi ? Parce que c'est ma vidéo et tout ce qui touche de près ou de loin à Sony me donne des boutons. Doctor Strange, c'est un personnage culte des comics Marvel, et son arrivée au cinéma en 2016 a été un véritable événement. Pas évident d'adapter un héros aussi fantastique dans un univers qui se veut réaliste. Et pourtant, dès le départ, la magie a opéré. Benedict Cumberbatch, alors fraîchement nommé aux Oscars, s'est fondu dans le rôle. On a l'impression qu'il est né pour être Stephen Strange. Tout est là.
l'ego démesuré du chirurgien, son arrogance, puis sa transformation progressive en protecteur mystique. Une origin story classique mais redoutablement efficace, sublimée par la mise en scène de Scott Derrickson et un travail visuel monumental. Résultat, un film unique qui n'a presque pas vieilli et qui a lancé une vraie patte autour de la magie du MCU. Dans les comics, Strange a connu des décennies beaucoup plus inégales. Parfois leader respecté, parfois mis en retrait, il a oscillé entre grandeur et errance scénaristique. Romance avec Cléa, possession par l'étoile de Capistan, conflit avec sa propre équipe, perte répétée de ses pouvoirs, son aura a souvent été instable. Dans Civil War, il est quasiment absent. Et même au sein des Defenders, son rôle tournait en rond. Ses meilleurs instants récents restent liés à Secret Wars en 2015, où il devient Sheriff Strange aux côtés de Doom. Le MCU, lui, a repris les fondamentaux de Ditko. La magie, les dimensions, l'ego d'un chirurgien qui découvre l'humilité, et les a modernisés avec brio. Les sling rings, inventés pour le cinéma, sont devenus un outil narratif aussi simple qu'iconique. L'œil d'Agamotto, transformé en réceptacle de la pierre du temps, a pris une importance immense par rapport aux comics. Et même la cape a reçu une personnalité propre, là où elle n'était qu'un simple artefact sur papier. Visuellement, Strange a offert certaines des scènes les plus marquantes du MCU. Sans lui, pas de portail dans Endgame. Son affrontement contre Thanos dans Infinity War reste l'un des duels les plus spectaculaires de tout l'univers Marvel. Ses pouvoirs ont certes été volontairement limités pour ne pas le rendre ingérable dès son premier film, mais il conserve une aura incroyable, charismatique, imposant avec des répliques qui marquent. Contrairement à son alter ego papier, il n'est pas plombé par un ego insupportable. Et puis il y a Wong. Longtemps simple acolyte secondaire dans les comics, presque un serviteur, il est devenu au cinéma un personnage central, sorcier suprême à la place de Strange, présent dans plusieurs films et séries et surtout adoré des fans. Wait, I thought you were the Sorcerer Supreme. No, he got it on a technicality because I blipped for 5 years. Oh. Doctor Strange est donc un cas rare. Tout ce qui fait sa force dans les comics a été adapté à la perfection et certains aspects ont même été sublimés. Aujourd'hui, il est un pilier du MCU et clairement, il n'a pas fini de nous surprendre. Numéro 4, les Gardiens de la Galaxie. Bon, les Gardiens de la Galaxie, c'est peut-être l'un des meilleurs exemples en héros totalement obscurs dans les comics qui ont explosé au cinéma, avec un succès colossal au box-office. Pour dire, quand le premier film a été annoncé, même beaucoup de lecteurs de comics se demandaient pourquoi Marvel allait chercher cette équipe. Et la majorité d'entre eux ne les connaissaient même pas. Historiquement, les Gardiens existent depuis 1969, mais avec une équipe totalement différente de celle du MCU. La seule exception, c'est Yondu. Mais même lui n'a jamais vraiment fait partie intégrante de l'équipe de la trilogie qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, ce n'est absolument pas le même personnage. Dans les comics, l'équipe a changé plusieurs fois, mais n'a jamais été particulièrement populaire. Elle a même fini par tomber dans l'oubli. Et il a fallu attendre très longtemps avant qu'elle revienne sur le devant de la scène. En fait, les Gardiens tels qu'on les connaît, avec Rocket, Drax, Star-Lord, Gamora et Groot, n'existent que depuis 2008, dans Annihilation Conquest numéro 6. C'est là qu'ils sont réunis pour la première fois dans une formation proche de celle des films. Pourtant, chacun de ces personnages existait déjà. Groot par exemple date de 1960 et les autres des années 70. Mais ce crossover a été le vrai point de départ de l'équipe moderne. Et à peine quelques mois après, Marvel lance déjà une adaptation cinéma avec Nicole Perlman qui commence le scénario dès 2009. C'est incroyablement rapide, normalement il faut des décennies avant de passer de l'anonymat des pages à Hollywood. Là, c'était quasiment immédiat. Et tout ça sans que les comics aient connu un succès dingue. Les Gardiens n'avaient eu qu'une série en 2008, relancée en 2013, mais rien de massif. Quand James Gunn prend le projet en main en 2012, il transforme littéralement une équipe inconnue en phénomène mondial. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'il a créé une alchimie unique. La musique d'abord, avec ce Walkman et une bande-son culte inventée pour le film, comme beaucoup d'éléments mythiques de la trilogie d'ailleurs, mais surtout la manière dont chaque personnage est écrit. Chacun a son arc, son histoire personnelle, et tous suscitent un attachement. Et là où les comics restaient très sérieux, centrés sur de grandes menaces cosmiques, Gunn a choisi de montrer des losers magnifiques qui se battent pour des causes intimes. Drax contre l'assassin de sa fille, Gamora contre Ronan et Thanos, Star-Lord face à son père, Rocket contre son créateur, chaque affrontement a une résonance personnelle. Mais ce qui est fou, c'est que Gunn a totalement chamboulé l'univers Marvel avec ce film. C'est lui qui a créé cette formule Marvel que tous les concurrents ont tenté de reproduire ensuite. Humour, action, drame et émotion. C'est ce cocktail qui a transformé une équipe inconnue en figure iconique. Et Gunn n'a pas que façonné la recette miracle. C'est à lui qu'on doit toute l'histoire des pierres d'infinité, qu'il n'aurait inventé qu'en 5 minutes sur un bout de papier. Aujourd'hui, Groot est une star mondiale, Rocket est devenu central, surtout après le 3e film, Star-Lord est un pilier et Gamora a eu droit à un arc mémorable. Bref, un pari fou qui est devenu un coup de maître. Numéro 3, Loki. Dans les comics, Loki est le dieu de la malice.
mais sa malice dépasse souvent ce cadre pour basculer carrément dans le mal pur et dur. Il n'est pas ce personnage nuancé qu'on connaît aujourd'hui dans le MCU. Dans les BD, il orchestre des destructions massives, tente encore et encore de conquérir Asgard et la Terre, trahit sans cesse ses proches, manipule et tue sans aucun remords. On l'a vu s'allier à Dormammu pour monter les Avengers et Defenders les uns contre les autres. Bref, Loki version papier, c'est un vilain méchant et constant, rarement en évolution. Tout changement positif est en général temporaire ou juste une nouvelle arnaque. Sauf peut-être récemment dans Avengers Forever, qui pour le coup a été inspiré par cette nouvelle version de Loki du MCU. Et son design, soyons honnêtes, il ressemble à un type sorti tout droit d'un carnaval. Difficile d'y voir une figure crédible de manipulation et de danger cosmique. Mais c'est logique. Tout comme Thor, il sort d'un panthéon mythologique qui laisse pas beaucoup de liberté. Une liberté que pour le coup le MCU a pris pour tout changer. Déjà dans Thor 1, les bases sont posées. Son manque de reconnaissance par Odin, sa jalousie maladive envers Thor, sa volonté de briller et de prouver sa valeur. Ce sont ces blessures qui le définissent, plus que sa soif de pouvoir brut. Et Tom Hiddleston a transcendé ça. Dans le premier film, on découvre un Loki torturé. Dans Avengers, il devient méthodique, cruel, plus mégalo que jamais, surtout qu'à la base, il ne devait être le méchant que d'un seul film. Seulement, Hiddleston a tellement impressionné les équipes que Kevin Feige a décidé d'en faire le méchant de son super film Avengers, le propulsant immédiatement comme méchant iconique. Avec sa nouvelle défaite, dans Thor le monde des ténèbres, il est froid, presque déconnecté, ce qui mènera à la mort de sa mère, la seule personne qu'il n'ait jamais aimée. Puis, dans Ragnarok, il n'a plus d'espoir, mais commence enfin à se rapprocher de son frère, jusqu'à Infinity War, où il trouve une fin à la fois triste et héroïque avec ce sacrifice face à Thanos. Mais ce n'était pas fini. Endgame ramène Loki, une autre version, certes, mais qui a droit à une deuxième vie. Et là, sa série Disney+ va encore plus loin. On repart de zéro pour lui offrir une trajectoire nouvelle, une deuxième conclusion. Loki, c'est littéralement un personnage qui a connu deux fins. Et dans sa série, il accomplit même ce que tous les grands méchants des Avengers rêvaient. Il devient roi, pas juste d'Asgard, mais du multivers, le dieu des histoires, celui qui lie toutes les ficelles. Et pourtant, sa grande découverte, ce n'est pas la domination. C'est que l'essentiel se trouve dans les relations, dans l'amitié, dans l'humain. Et c'est ce basculement qui le rend unique, faisant de lui l'un des personnages les plus appréciés du MCU. Probablement même dans le top 5 et pas 5e. La vérité, c'est que le MCU a pris un vilain caricatural et en a fait l'un des personnages les plus nuancés et profonds de toute la franchise. Loki a commencé comme le tout premier grand antagoniste du MCU et il va peut-être finir comme l'un de ses plus grands héros. C'est fou à dire, mais tellement beau. Numéro 2, Thanos. Comment faire une vidéo comme celle-ci sans parler de Thanos? Le Titan Fou est sans doute le meilleur exemple de personnage que le MCU a transcendé. Dans les comics, il est créé par Jim Starlin en 1973. Originaire de Titan, une lune de Saturne, il appartient à la race des Éternels, mais porte le gène des Déviants, ce qui explique son apparence violette et son fameux menton XXL. Très tôt, il développe une obsession maladive pour la mort, une entité cosmique personnifiée dans l'univers Marvel. Son amour démentiel pour elle l'amène à commettre des atrocités, jusqu'à massacrer sa propre population. Tout ce qu'il fait découle de cette obsession, séduire la mort en éliminant la moitié de l'univers. C'est ce qu'on retrouve dans des récits emblématiques comme Thanos Quest, Infinity ou surtout le Gant de l'Infini, où il rassemble les 6 gemmes pour réaliser son but ultime. Mais cette version reste finalement assez simple. Thanos agit comme un psychopathe, amoureux d'une idée abstraite. Fascinant dans sa folie certes, mais limité en profondeur. Le MCU a corrigé ce problème en lui donnant des motivations cohérentes et presque rationnelles. Dans les films, Thanos ne cherche pas à séduire la mort, il se voit comme un sauveur. Son plan n'est plus romantico-nécrophile, mais idéologique. Rééquilibrer l'univers, la sauver de la surpopulation et de l'épuisement de ses ressources. Sa méthode est atroce. Supprimer purement la moitié de la vie. Mais sa logique résonne avec des enjeux actuels. Moins de monde égale plus de ressources pour les survivants. Et c'est ce qui le rend glaçant. Il agit par conviction, pas par cruauté gratuite. Ce basculement en a fait l'un des plus grands méchants, non pas du MCU, mais de l'histoire du cinéma moderne, à la hauteur des Vador ou Voldemort. Josh Brolin, sublimé par un motion capture impeccable, lui apporte une aura impressionnante. Son calme, son charisme, ses répliques inoubliables. Dread it. Run from it. Destiny arrives all the same. En font un personnage culte. Le MCU a aussi enrichi sa dimension dramatique en développant ses relations. Son lien avec Gamora, son amour déformé mais sincère, son rapport conflictuel avec Nebula, son attachement à l'Ordre Noir, tout cela humanise le Titan Fou et accentue la tragédie de son parcours. Et puis, il y a ces scènes marquantes.
Le combat contre Hulk et l'exécution de Loki dès l'ouverture d'Infinity War, le sacrifice de Gamora sur Vormir, son duel incroyable contre Doctor Strange sur Titan, son arrivée dévastatrice au Wakanda, ou encore son combat contre la Trinité et sa mort dans Endgame. Autant de moments devenus cultes, gravés dans la mémoire collective. Dans les comics, Thanos n'a jamais complètement dépassé d'autres antagonistes majeurs comme Galactus, Magneto, Ultron ou même le Bouffon Vert. Mais au cinéma, il est devenu l'archétype du grand méchant. Une figure incontournable, inégalée, et peut-être la plus grande réussite du MCU côté antagoniste. Numéro 1, Tony Stark, alias Iron Man. Oui, car vous le saviez avant de lancer cette vidéo, la véritable réussite du MCU, le petit miracle de cette saga, c'est le grand Iron Man. Pour beaucoup de fans, Tony Stark version Robert Downey Jr. n'est pas seulement le meilleur personnage du MCU, mais carrément l'un des plus grands personnages de toute l'histoire du cinéma de super-héros. Dans les comics, Iron Man a toujours été un pilier, mais jamais au sommet de la popularité. Honnêtement, avant 2008, il était loin derrière Spider-Man, Wolverine, même Captain America ou les X-Men. Peut-être même pas dans le top 20 des personnages Marvel préférés du grand public. C'est le cinéma qui a changé son destin. Son essence reste la même. Un génie, milliardaire, playboy, fabricant d'armes, qui, capturé par des terroristes, construit une armure pour s'évader et devient Iron Man. Le MCU conserve tous ses grands axes. Son ego immense, sa relation compliquée avec son père, son rôle de fondateur des Avengers, ses dilemmes entre héroïsme et culpabilité. Mais il y a quand même un reproche qui revient fréquemment. Le MCU a un peu éludé la part la plus sombre du personnage, son alcoolisme. Notamment celui de l'arc culte Le démon dans la bouteille de 1979. Enfin, disons que c'est Disney, après son rachat, qui a tout simplement décidé de le supprimer, car son addiction était présente en substance dans son premier film. Mais au final, cette noirceur est présente autrement. Le Tony de Robert Downey Jr. est un homme brisé, marqué par ses erreurs, ses excès, et surtout par la culpabilité des armes qu'il a conçues. Sans montrer directement l'alcoolisme, les films traduisent quand même cette fragilité. Et c'est là le coup de génie, avoir choisi Robert Downey Jr. L'acteur est Tony Stark. Son propre parcours, ses excès, ses addictions, sa chute, puis sa rédemption, se reflètent dans le personnage. C'est une fusion parfaite entre rôle et acteur. Le MCU raconte la renaissance d'un homme, et en parallèle, RDJ signait sa propre renaissance à Hollywood. L'arc narratif de Tony dans le MCU est magistral. Il commence en playboy cynique et héroïque, puis devient un héros, apprend à se sacrifier, et finit par donner sa vie pour sauver l'univers. I am Iron Man. Du début à la fin. Toute la saga de l'infini peut être vue uniquement comme son histoire, bien plus encore que celle des Avengers. Il en est le cœur battant. Et ses relations enrichissent encore plus son personnage. Le conflit avec Steve Rogers, miroir de ses propres contradictions, son rôle de père de substitution pour Peter Parker, son amour avec Pepper, son amitié avec Happy. Chaque lien ajoute une couche d'humanité à un héros qui, sans ça, pourrait n'être qu'une armure brillante. Et puis, il y a ses armures, évidemment. Dans les comics, elles ont parfois des designs discutables, voire ridicules. Par exemple, la Nose Armor, le modèle 18, etc. Mais au cinéma, elles prennent une dimension incroyable. La Hulkbuster, la Mark 42, la Nanotech, tout est magnifié par le rendu visuel. Le cinéma est le médium parfait pour Iron Man. Enfin, son héritage. La saga de l'infini l'a propulsé au rang d'icône culturelle. Iron Man est passé du statut de héros secondaire de comics au personnage central d'une franchise qui a marqué l'histoire du cinéma. Là où les comics l'ont souvent montré comme sombre, instable et moralement ambigu, voire parfois, disons-le, carrément détestable, le MCU en a fait un héros tragique et inspirant, qui finit par assumer le plus grand des sacrifices. Tony Stark n'est pas seulement l'un des plus grands succès du MCU, il est le MCU. Sa disparition marque la fin d'une ère, et son héritage continue de résonner. Et ce qui est fou, c'est que cet acteur de génie a accepté le pari de revenir dans un autre personnage, et pas des moindres, puisqu'il a déjà réussi à rendre un personnage particulièrement cynique en véritable icône, mais désormais il s'attaque au personnage le plus légendaire du roster de Marvel, le grand Victor Von Doom. Disons-le, le pari le plus casse-gueule de sa carrière. Mais qui sait, dans 2 ans, il occupera peut-être les 2 premières places de Stop. Comme vous le voyez, le MCU a fait le miracle d'adapter des personnages et de les rendre 10 fois plus emblématiques que leur version d'origine. Et il n'a pas fait que ça, puisqu'à leur tour, les comics ont réadapté leurs personnages pour coller un peu plus à ceux des films et nous sortir certains des runs les plus iconiques. Et Secret Wars en est le meilleur exemple. Encore merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo.
Je vous le rappelle, c'est devenu le réflexe à adopter avant d'acheter une voiture d'occasion pour être certain que l'histoire qu'on vous raconte est bien la bonne. Du compteur aux réparations, fini les mauvaises surprises. Donc si vous voulez tester et profiter de moins 20% sur tous les rapports, il vous suffit d'utiliser le code promo BUCKHEART et de cliquer sur le lien en description et en premier commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la petite cloche. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous les mets juste ici. Et en attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!